3, 2, 1. Here we go! Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, et très heureux de vous retrouver en ce jeudi pour l'avant-dernier numéro déjà de ces matinales de l'économie que nous commettons depuis le 13 janvier dernier sur le site de la République des Pyrénées, la république-des-pyrénées.fr, sur la page Facebook également de la République des Pyrénées, et ce, en quelque sorte en avant-première de la grande soirée des étoiles de l'économie que nous partagerons ensemble mardi soir. Alors là, nous sommes en matinale, mais mardi, ça sera à 18h que vous pourrez suivre en direct cette soirée, participer à un débat durant lequel nous accueillerons Julia de Funès en particulier, avec laquelle nous converserons autour du changement profond que cette période que nous traversons, qui n'est pas finie, ces changements profonds qui vont impacter notre vie quotidienne, notre façon de travailler ensemble. Ça sera donc mardi à partir de 18h. Et puis on mettra à l'honneur des entreprises, des femmes, des hommes qui sont au cœur de l'économie de notre territoire, qui ne lâchent rien, qui continuent à se battre, qui continuent à aller de l'avant, comme d'ailleurs les entreprises que nous recevons lors de ces matinales. Bonjour mon cher Bruno Rombali. Bonjour Eric. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on va recevoir deux chefs d'entreprise. Donc un en visio qui est Jean-Paul Lafont. Donc Jean-Paul Lafont, c'est le fondateur d'ICN, c'est une imprimerie d'Orthez qui s'est spécialisée dans le livre à l'unité notamment, entre autres activités. Et nous recevons également Éric Pellerin, qui est le dirigeant de Nova Construction, une PME spécialisée dans la construction de bâtiments industriels, de logements collectifs et de bâtiments commerciaux et tertiaires. Alors, ce sont des entreprises qui ont pris à bras le corps les problématiques de RSE, dans la façon d'investir dans leur entreprise, dans la façon de manager également. Ils seront nos invités après avoir reçu Paul Carrit. C'est le nouveau directeur général du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Sa parole est rare parce qu'il vient d'arriver sur ce territoire qu'il connaît bien, cependant, qu'il connaît bien. On aura le plaisir donc de l'accueillir dans quelques instants, lui également en visio depuis le siège social de Pyrénées-Gascogne à Sarcasset. Mais avant cela, c'est Éric Normand que nous recevons ici, comme tous les matins, au cœur de ce studio. Bonjour mon cher Éric. Bonjour Eric, bonjour Bruno. Bonjour. Je vais vous poser aujourd'hui une question que beaucoup de dirigeants économiques se posent, de Joe Biden à Emmanuel Macron. C'est la même question. Il est normal donc qu'Éric Normand la traite. Vous voyez le lien, vous voyez, le lien familial. Comment est-ce qu'on arrive à concilier écologie et économie? Alors c'est toujours un peu délicat, on ne va pas se la raconter. La croissance et le développement économique sont régulièrement accusés d'être les principaux responsables des dommages environnementaux. Eh oui. Alors on ne peut pas vraiment donner complètement tort à ceux qui le croient. Alors je vais vous citer quelques exemples. Les programmes de déforestation sont le plus souvent liés à l'extension des zones agricoles. Ouais. Des centaines d'hectares sont bétonnés, artificialisés chaque année au profit de zones d'activité. Ouais. Nos gaves béarnais ont reçu pendant des années le rejet des industries. Oui. Des molécules ont été envoyées dans les airs depuis les usines chimiques. Oui. Les entrées de ville sont défigurées, la Oui. biodiversité abîmée, Oui. et j'en ai plein d'autres en stock si vous voulez. Ouais, on va essayer de c'est rester, gai de rester ce court, matin. c'est gai, oui, C'est dès le gai début. ce Mais vous avez matin. raison, mais vous avez raison. Voilà, alors, bon, ça c'est le constat. Eh oui. Mais ce qu'il y a de bien actuellement, c'est que la prise de conscience écologique de l'opinion publique est aussi celle des chefs d'entreprise. Et c'est sans doute pas notre invité, Paul Carrit, donc le nouveau DG du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, qui nous dira le contraire, puisque de plus en plus de projets que sa banque finance chaque année concernent le développement durable. De fait, vu les nouvelles attentes des consommateurs, les investisseurs, les entrepreneurs ont compris que l'écologie pouvait certes être vertueuse, mais surtout source de profit et de développement. La clé est là. La transition écologique est intimement liée au développement économique. Juste un petit chiffre. Un tiers du plan de relance, soit plus de 30 milliards d'euros sur 100, donc à l'échelle nationale, est consacré à des mesures qui ont un lien avec le développement durable. Donc ça va aussi bien de l'isolation, à la réhabilitation des voies ferrées, au boom du vélo.
Et nous, à l'échelle locale, on commence à en voir les résultats. Il suffit de regarder autour de nous en Béarn pour voir que les choses vont dans le bon sens. Donc la pratique du vélo dont je vous parlais est en plein boom. La voiture électrique explose, au sens de l'usage, pas au sens de... Voilà. Je vous remercie de cette précision qui vous honore. La voiture électrique Ne vous explose. laissez pas troubler, parce que vous voyez, quand vous voulez sortir du texte, après il faut savoir y re-rentrer, donc allez-y. Les circuits courts ont le vent en poupe. La seconde main aussi. Les épiceries bio se multiplient. Les artisans croulent sous les chantiers d'isolation. Bref, contrairement à ce que l'on peut penser, tout ne va pas si mal que cela. Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant avec Paul Carrit qui va nous rejoindre. Merci beaucoup. Vous avez 24 heures à partir de maintenant pour trouver la parenthèse du dernier sujet de demain que vous allez écrire. Donc demain, vous écrivez, je le rappelle, sur projet ou action en lien avec le territoire. Je vais essayer. J'attends le jog demain matin, j'attends le jog. Pour l'heure, donc voici quelqu'un qui pourrait d'ailleurs être le parrain de cette catégorie projet en lien avec le territoire, tant la place de la banque qu'il dirige est importante sur ce territoire. Nous recevons donc Paul Carrit juste après ce jingle. Notre grand témoin ce matin est Paul Carrit, le directeur général du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, qui est avec nous en liaison. Paul Carrit, bonjour. Bonjour à tous. Très heureux de me retrouver parmi vous, étant directeur général de la caisse du Crédit Agricole de Pyrénées-Gascogne depuis maintenant quelques semaines, le 1er décembre. J'ai l'honneur de participer à votre manifestation et j'en suis très heureux. Et nous, c'est un plaisir que de vous entendre, en effet, pour l'une presque des premières fois, du moins pour le grand public. Le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne est un acteur important sur ce territoire. Avant de répondre aux questions de Bruno Robali en matière de RSE, de développement durable, qui est le sujet de notre matinale, est-ce que je peux tout simplement vous demander de quelle façon la caisse régionale que vous dirigez a passé l'année 2020 et quels souvenirs la caisse régionale, vos collaborateurs vont garder de 2020 pour enrichir les réflexions pour 2021? Oui, d'abord, pour chacun d'entre nous, et particulièrement pour nous, l'année 2020 a été une année inédite, une année éprouvante, mais aussi une année de grande transformation, d'agilité, et dans laquelle nous avons fait face à un environnement instable, pavé de beaucoup d'incertitudes, et il a fallu être présent en temps réel tout le temps. Et on a eu aussi, nous, l'avantage de faire valoir nos valeurs mutualistes, puisque nous avons beaucoup travaillé sur l'utilité, sur la responsabilité, sur la proximité, et nos équipes ont fait un travail remarquable qui a été salué d'ailleurs par nos clients, parce que nous avons un rôle tout particulier à jouer dans une période de crise sanitaire aujourd'hui, mais demain aussi d'impacts économiques et sociaux qui vont être très, très importants. Donc, c'est une année qui est tout à fait extraordinaire au sens qu'elle était inédite. Et je pense que nous avons su gérer de manière très positive et à l'avantage de nos clients cette première étape, sachant que 2021 s'ouvre aussi avec une grande incertitude et qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que va être 2021. Les économistes et les analystes de la Banque de France nous disent qu'il pourrait y avoir un rebond sur le deuxième semestre 2021, mais on voit qu'au fur et à mesure où on s'approche, l'incertitude est de plus en plus grande. Donc, attendons de voir et pour le moment, soyons à la manœuvre les uns les autres pour continuer à faire vivre notre économie et à se donner les moyens que demain nous rebondissions à l'avantage de nos territoires. Oui, Monsieur Carrit, vous avez, lors d'un récent entretien, vous avez déclaré l'entreprise responsable et l'entreprise de demain, ce qui place la RSE et le développement durable au cœur de notre débat aujourd'hui. Pour vous, la RSE, c'est quelque chose d'essentiel, même en période de crise? Alors, oui, la réponse, franchement, elle est oui, et elle est essentielle depuis très longtemps, mais je pense qu'aujourd'hui, elle a un éclairage qui est tout particulier. Nous avons une responsabilité collective, les dirigeants, les chefs d'entreprise, mais l'ensemble des acteurs économiques, de tendre vers une RSE exigeante et une RSE performante. Si je dois parler un petit peu du Crédit Agricole de Pyrénées-Gascogne, et c'est quelque chose qui nous occupe depuis très longtemps, nous avons lourdement investi dans la transition énergétique. Nous avons une filiale qui est un acteur majeur, Capgène, sur le sujet. Et on travaille aujourd'hui en 2021 et pour les années futures, et on met une emphase toute particulière sur la RSE, parce que nous considérons que nous devons prendre en compte tous les éléments de la RSE, autant pour nous-mêmes dans nos choix
d'entreprise, de gestion, dans nos choix à moyen terme et stratégiques, mais aussi par rapport à nos clients. Et pour délivrer un exemple de ce que je dis, en 2021, nous commencerons à intégrer des critères de RSE dans la distribution de nos crédits vis-à-vis de nos clients. Et je pense qu'il faut que nous ayons, nous, le Crédit Agricole, que nous soyons en avance de phase sur le sujet et que nous soyons un aiguillon pour que chacun puisse faire le chemin tel qu'il doit le faire de manière accélérée. Oui, parce qu'au-delà de l'obligation de la RSE, vous considérez que c'est une opportunité aussi pour les Oui, entreprises? complètement. C'est une opportunité. Vous savez, aujourd'hui, le monde, on l'a évoqué au début, le monde change et on est dans un environnement de transition. Transition sociale, transition générationnelle, transition économique, transition énergétique. Et on voit bien l'importance de la RSE. Et puis, il faut aussi se renvoyer à certaines choses qui nous occupent collectivement, comme le climat, comme des grands enjeux de société, comme l'inclusion. Et donc, ce doit devenir pour nous, les dirigeants d'entreprise, une priorité absolue en plus de nos activités. Et comment Ou à l'intérieur même de nos activités, puisque tout ça se réplique et l'un vit dans l'autre. et comment le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne peut accompagner des entreprises qui s'engagent dans une démarche RSE? Alors, on les accompagne sous plusieurs formes. On les accompagne en rentrant dans l'intimité des chefs d'entreprise, dans le débat aussi, dans les projets, en challengeant les hypothèses qui sont formulées et les ambitions qui sont sur le sujet. Et puis, on les accompagne aussi en mettant à disposition des conseils, des formules d'accompagnement et de financement pour pouvoir justement qu'ils puissent mettre en œuvre toutes leurs intentions sur le sujet. Voilà, donc je distinguerai en même temps la notion du conseil, et on se veut très proche des chefs d'entreprise, et en même temps la notion de l'accompagnement par nos activités bancaires, assurantielles et immobilières sur le sujet. Ce que l'on peut expliquer aux gens, c'est ce que contient la RSE. Quels sont les critères qui rentrent dans la RSE, pour être concret? Alors sur la RSE, disons qu'on est sur la responsabilité sociétale et environnementale. Ça veut dire que ça va être tout ce que va faire l'entreprise, que ce soit à l'intérieur de son entreprise ou à l'extérieur de son entreprise, pour avoir une influence positive sur l'environnement, la société. Et donc par rapport à ça, ça va de décisions extrêmement quotidiennes à des décisions beaucoup plus stratégiques de l'entreprise. Ne serait-ce que nous, par exemple, en 2021, nous allons mesurer l'indice d'engagement sociétal, c'est-à-dire d'arriver à mesurer l'action de la caisse régionale dans l'environnement, dans son univers, au service des territoires. Donc vous appliquez à vous-même ce que... Vous appliquez à vous-même en premier lieu, quoi. Comment? Vous vous appliquez à vous-même ces exigences de RSE avec la volonté d'avoir valeur d'exemple? Tout à fait. Et depuis plusieurs années maintenant, nous mesurons notre empreinte socio-économique, soit par nous-mêmes, soit par nos activités et par tous les moyens que nous mettons à disposition de nos clients pour favoriser l'emploi, pour favoriser la localisation des industries et des activités économiques sur nos territoires, et en même temps pour regarder quels sont les impacts que nous pouvons avoir sur l'environnement, telle l'empreinte carbone. Paul Carritte, pour terminer cet entretien-ci, on a bien entendu le cœur de vos propos. La RSE est pour vous vraiment une valeur pilier, une source d'innovation. On précise bien pour les acteurs du monde économique qui nous suivent aujourd'hui que pour vous, la RSE, c'est également une source de rentabilité, de performance financière, qu'on est vraiment dans une logique de progrès et donc d'investissement pour une meilleure rentabilité demain lorsqu'on s'engage dans une politique RSE. C'est ça votre conviction profonde? Oui, la conviction profonde, elle est celle-là, et elle est que ce que l'on fait pour le bien collectif, pour l'environnement, pour le territoire, ça rejaillit à moyen terme sur nos entreprises. Et que si on est en collectif, on est beaucoup plus fort que si chacun fait des actions individuelles séparées et dissociées. Voilà. Et je dirais que c'est particulièrement important, et je reviens sur votre question sur ce qui se passe actuellement. Il y a en plus une attente, on voit bien que
il y a un élan collectif de la part des entreprises, mais en même temps, il y a une attente et en même temps, on a une responsabilité par rapport à ça. Lorsqu'on s'appelle le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, on a la responsabilité également, entre guillemets, d'animer, bien sûr, de soutenir financièrement, vous l'avez bien expliqué, d'être force d'exemple, mais également d'animer le territoire. Je dis ça parce qu'au fil des années, votre caisse régionale s'est illustrée avec différentes actions qui ont pour but de rassembler, de mieux faire connaître, de promouvoir le monde de l'entreprise. Ça rentre tout à fait dans cette même logique et ça va devoir s'amplifier, selon vous, dans les temps à venir? Oui, ça va s'amplifier. Aujourd'hui, on est dans un contexte très compliqué et je le sais pour les chefs d'entreprise. On parle de reprise en cas, d'entreprises qui vont avoir des difficultés et d'entreprises qui vont par contre tirer les opportunités de notre environnement d'aujourd'hui. J'aime à le répéter, nous-mêmes, le Crédit Agricole, nous sommes là pour accompagner et aider ceux qui ont des difficultés et en même temps accompagner ceux qui réussissent. Il va falloir qu'on soit sur les deux registres et tout particulièrement pour enjamber cette crise, on a une action très particulière et très forte vis-à-vis de la présence que l'on peut avoir vis-à-vis de nos clients. Je vous donnerai un chiffre simplement, ou quelques points de repère. En 2020, nous avons, dès le mois de mars, contacté tous nos clients pour une question d'empathie, c'est-à-dire de compréhension, de rassurance, de conseil. Et après, nous les avons accompagnés plus concrètement sur le plan de l'accompagnement financier. Le chiffre que je peux vous donner sur l'exercice 2020, c'est que nous avons mis à disposition des acteurs économiques, entreprises et professionnels, plus de 4000 prêts garantis par l'État et pour un montant de 535 millions d'euros. Voilà. Et actuellement, donc 14 janvier, nous allons relancer un petit peu cette activité-là, puisque vous avez vu qu'il y a eu des nouvelles normes, des nouvelles mesures qui vont être annoncées aujourd'hui par l'État. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre invité, Paul Carrit. Puis rendez-vous le 26 janvier avec des entreprises. Deux vont nous rejoindre. Alors une en distanciel, comme vous d'ailleurs ce matin, une en présentiel. Deux entreprises qui sont qui ont pris au cœur de leur réflexion d'ailleurs ces problématiques de RSE, de développement durable. Et on en aura d'autres donc le 26 janvier prochain. Merci beaucoup. Un jingle et on reçoit ces entreprises. Merci. Alors non pas un, mais deux invités ce matin parmi nous et en simultané. Un va être à distance, Jean-Paul Lafont qui est directeur d'ICN, imprimerie et édition, une imprimerie spécialisée dans la fabrication de livres et d'édition donc. Bonjour à vous Jean-Paul Lafont. Bonjour. Où est-ce que vous êtes situé ce matin ? Je suis à Orthez, dans une salle de réunion entourée de livres. Entouré de livres. Avec vous, on va parler d'un projet de développement d'un centre d'impression et de distribution de livres à la demande. Et puis, on va voir de quelle façon ces problématiques de RSE, de développement durable, sont au cœur de vos réflexions, tout comme elles le sont d'ailleurs, avec notre invité présent ici même, Éric Pellerin, le dirigeant de Nova Construction, une entreprise qui fête déjà ses 10 ans. Bonjour Éric Pellerin. Bonjour. Merci d'être là. On va rappeler peut-être l'origine de votre entreprise et puis ensuite nous verrons de quelle façon également la stratégie RSE est entrée dans vos projets. D'abord l'origine de Nova. Alors Nova Construction, donc c'est une entreprise de gros œuvres maçonnerie. On travaille essentiellement pour les collectivités et professionnelles. On fait bâtiments industriels et des hôpitaux, des maisons de retraite. Et effectivement, la RSE est ancrée depuis le démarrage de l'entreprise, à peu près 2011. Et puis on a réellement démarré l'activité travaux en 2012. Ancré dans l'entreprise parce qu'en fait, c'est une entreprise un peu particulière. Et voilà. J'allais venir à ça, voilà. Vous êtes une société anonyme à participation ouvrière. C'est une forme juridique rare ? Oui, c'est une forme juridique relativement ancienne, puisque ça date de 1917.
mais qui a été complètement abandonné en fait à la Deuxième Guerre mondiale et qui était plutôt au profit des scopes qui sont plus connus. C'est un mi-chemin, on peut le dire, hein, c'est un mi-chemin entre une scope et puis une SAS, c'est ça? Exactement. C'est en fait, contrairement à une scope où les salariés achètent les parts, là, les actions sont gratuites. C'est le fait de travailler dans l'entreprise qui fait que les salariés acquièrent une part du capital de l'entreprise. Pourquoi avoir choisi cette forme juridique ? Alors en fait, au démarrage, j'avais envie de démarrer quelque chose de différent, où on pouvait associer les salariés, mais tout en gardant quand même la maîtrise de la gestion de l'entreprise et de faire quelque chose de transparent. Et ça, le statut de la SAS à participation ouvrière nous le permet et surtout nous le rappelle tous les ans. Si on vous a choisi avec l'ensemble des partenaires pour venir participer au matinal, c'est surtout grâce aux valeurs fortes de votre entreprise que vous répétez souvent le travail collectif, le partage et les transmissions. Depuis 10 ans, ça reste au cœur de votre société. Alors, ça reste, c'est la base et c'est au cœur de la société et on le travaille régulièrement parce que c'est vraiment un travail de tous les jours et puis surtout sur la durée. On travaille et en vraiment période sur la de durée. crise aussi, peut-être, c'est important. Oui, en période de crise. Alors, je vais revenir sur la période de crise. Sur ce qui nous permet en fait de travailler régulièrement, c'est qu'on a été labellisé il y a 3 ans. Le label Lucie, RSE, c'est l'ISO 26000. Et qui vient vérifier si ce qu'on dit, il y a des faits derrière. Oui, c'est en matière de santé, de sécurité au travail, il y a beaucoup de critères pour ce label. Il y a 7 axes de travail et dans les 7 axes, il y a effectivement la santé-sécurité qui, dans notre métier du bâtiment, est très importante puisque c'est un métier accidentogène. Et la gouvernance, et là on est en plein dedans dans le statut de notre entreprise, puisque l'idée c'est vraiment d'avoir une gestion transparente et d'associer les salariés au fonctionnement de l'entreprise. C'est important d'être labellisé, j'entends bien l'ADN même de la démarche RSE chez vous, mais c'est important de labelliser ça? Alors c'est important parce que... Et c'est important pour qui? En interne ou en externe? Alors, en interne en priorité, parce que ça nous permet d'avoir un schéma directeur et puis surtout de rester dans le cadre. Parce que quand l'entreprise se développe, il y a des hauts et des bas et des fois on peut sortir un peu du cadre et là ça nous remet dans l'axe. Et un externe, ça permet de quoi? De prouver quelque part qu'outre la volonté, il y a des faits concrets? Exactement, oui. Ouais, exactement. Et puis, je pense que c'est une reconnaissance et ça permet d'avoir, grâce à des organismes extérieurs et complètement indépendants, de le certifier. Donc on a parlé de la RSE et du développement durable au sein de l'organisation de l'entreprise. On peut en parler aussi, vous êtes dans un secteur qui est la construction. C'est comment au quotidien vous mettez en place des actions de développement durable? Alors dans nos métiers, c'est vrai que c'est nous on travaille par la typologie de l'entreprise, on travaille sur des appels d'offres et donc sur des cahiers des charges de maîtres d'ouvrage et de maîtres d'œuvre. Et donc, on doit répondre à ces appels d'offres. Et il arrive effectivement, et on essaye, par exemple, maintenant d'essayer de généraliser le ciment bas carbone. Ouais. C'est quelque chose qui est important. Le tri des déchets aussi. Dans les appels d'offres, il vous semble que cette politique RSE, que ces engagements sont assez pris en considération dans la façon dont sont choisis les uns ou les autres? Alors, je dis ça parce qu'il y a souvent le prix, il y a les délais chez vous, il y a le mieux, voilà. Mais est-ce que vraiment la partie RSE, cet engagement fort qui a été pris chez vous, vous arrivez à en faire une valeur ajoutée qui fait le choix, qui fait la différence? Alors sincèrement, ça fait 10 ans qu'on est je pense qu'on était un petit peu précurseur à l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, on commence à bien en parler. Et effectivement, il commence à y avoir des faits, et notamment sur les maîtres d'ouvrage, où il y a des notations notamment de critères RSE. Donc pour nous, c'est plutôt positif. Et concrètement aussi, vous avez un nouveau siège social, en construction de votre nouveau siège social à l'Escar. Comment le développement durable a été pris en compte ?
Alors le développement durable, il a été surtout réalisé notamment par rapport aux économies d'énergie, puisque toute l'eau consommée notamment par les toilettes, les WC, Ouais. sont des eaux de récupération d'eau pluviale. Et l'idée aujourd'hui, alors on n'y est pas encore, puisqu'on doit compléter, puisque ça fait un an qu'on est dans les locaux, mais que le bâtiment soit autonome en énergie et produise sa propre énergie. Quand vous présentez le projet de construction d'un nouveau siège social, donc vous avez besoin de crédit, le fait que vous ayez intégré la RSE, le développement durable, est-ce que c'est un élément déterminant quand vous allez voir le banquier? Je crois d'ailleurs que Le banquier, c'est Crédit Agricole, apparemment, ça tombe bien. Pyrénées Gascogne que l'on Ça va vient nous de faciliter recevoir, les relations. Oui. Voilà. Bah, je pense que On n'a oui. pas fait esprit à l'inverse. Mais allez-y. Oui, effectivement. Aujourd'hui, comme je le disais, maintenant ces critères-là rentrent dans. Sur la RSE, il y a une grosse notion de confiance et de relation et de transparence. Et ça permet effectivement de faciliter les relations. Vous restez avec nous, Eric Pellin. D'abord, juste, vous faites un bâtiment construit par vous, pour vous. Il a coûté Oui. moins cher que construit par quelqu'un d'autre. J'espère qu'il a coûté moins cher et J'imagine. qu'on est plus performant. J'imagine. Jean-Paul Lafont donc, est avec nous, le directeur d'ICN, imprimerie édition. C'est intéressant d'avoir une entreprise comme la vôtre autour de cette table. Vous existez depuis combien de temps d'abord, Jean-Paul Lafont? On a créé l'entreprise en 1999. Oui, alors c'est vrai que j'ai une affection particulière pour ICN parce que j'étais jeune journaliste à Orthez et à l'époque, Jean-Paul Lafont était jeune créateur d'entreprise. Mais Et l'un n'a c'est- pas changé alors que l'autre a pris. Mais Alors, Jean-Paul, vous n'avez pas changé. Oui, Allez. Jean-Paul, la question que je vous pose, c'est en 20 ans, comment vous êtes passé d'une imprimerie peut-être un peu traditionnelle? Je me rappelle qu'au début, parmi les premiers ouvrages qu'il a réimprimés, il y avait les cahiers de Geoffroy Pédescaus qui parlent à beaucoup de Béarnais. Ouais. Et comment vous avez Oui, intégré de la Christian RSE et le Lamaison. développement durable Alors, au fil des ans? on a évolué petit à petit, en même temps que la technologie. On a essayé d'apporter le maximum d'aide numérique à notre travail. Et pour tout dire, je crois qu'on a fait de la RSE sans le savoir et peut-être Oui. même parfois sans le vouloir. Je ne suis pas tout à fait certain qu'on ait décidé un jour de prendre cet axe-là, mais il n'empêche que petit à petit, on a amené cette réflexion. D'abord en devenant labellisé Imprime Vert, qui est un label qui garantit la bonne transformation des déchets. Je crois qu'aujourd'hui, on recycle pratiquement 100% de nos déchets. Et on est devenu par la suite, on a été certifié Origine France Garantie, qui a un rapport assez lointain avec la RSE, mais qui garantit qu'on fait le maximum pour se fournir localement, en tout cas de façon très proche, en biens et en services. Et aujourd'hui, on a un très haut niveau d'approvisionnement venant de France. Concrètement, le centre d'impression a évolué en 20 ans. Comment s'est-il transformé? Ouais, il s'est ultra automatisé. Aujourd'hui, on est capable, là où on mettait un mois pour faire un livre il y a 20 ans, on met quelques minutes aujourd'hui. Ce qui nous amène à pouvoir fabriquer. Oui. Justement, ça permet de fabriquer ce livre à la demande, quasiment le livre à l'unité. Ouais, on y vient, on y arrive là aujourd'hui. On pratique ça depuis 2-3 mois de façon expérimentale. On le fait pour quelques éditeurs dont on est très proche et qui voulaient aller vers ce système de fabrication. Et on va le généraliser probablement à l'entrée du printemps. Il faut expliquer, en fait, que c'est aussi une évolution de ce que vous aviez lancé depuis quelques années, je crois depuis 2015, parce que à la base de la partie impression, vous vous êtes dit on peut aller vers une activité de logistique du livre. Il faut peut-être qu'on rappelle bien ça. Il y avait un choix là qui était un pari, qui était de dire aux éditeurs on peut gérer vos fonds, on peut réimprimer les titres épuisés en toute petite quantité, on peut les expédier. Il y a une vraie transformation là du métier qui a déjà été opérée en 2015. Oui, cette transformation suit le marché. En gros, on imprime de plus en plus de titres et de moins en moins d'exemplaires par titre. Oui. En gros, là où on était à quelques dizaines de milliers de titres par an, on parle de centaines de milliers. Et là où on
parler de milliers d'exemplaires par titre, on parle de quelques centaines et parfois même quelques dizaines. Donc on va vers des choses très, très ciblées et une proposition très, très élargie. Donc ça nous oblige à aller vers les courtes séries sur lesquelles on s'est spécialisé ces dernières années, en essayant d'aller au maximum de la logique, c'est-à-dire pouvoir dire aux éditeurs, pour ce qui est du fond que vous avez abandonné ou que vous ne travaillez plus, confiez-nous vos fichiers, transmettez-nous vos ordres via une plateforme automatisée et on imprimera dans la journée les livres qu'on enverra chez des libraires, chez des particuliers ou sur les grandes plateformes de vente sur Internet. Mais alors, très concrètement, c'est qui vos clients? Parce que des fois, on va vite dans les interviews et on oublie de repréciser ces fondamentaux. C'est qui vos clients et combien aujourd'hui, finalement, de volume de livres vous réalisez? Alors, nos clients, c'est pour une très très grosse moitié des éditeurs professionnels qu'on trouve pour la plupart dans la région parisienne. Une petite moitié sont des auteurs, on va dire, amateurs, entre les auteurs auto-édités et les éditions associatives. Aujourd'hui, c'est 12 000 titres différents par an. À peu près un peu moins de 2000 volumes tous les jours qui sortent en très petite quantité, qui sont dispatchés un peu partout en France ou en Europe. Je peux vous demander, ça représente quel volume de papier, ça, finalement? C'est une bonne question piège, ça, c'est une question piège. J'en ai absolument aucune idée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on approvisionne tous les 3 mois le principal papier qu'on utilise, qui est celui qui est utilisé par les grandes maisons d'édition. On approvisionne une 30aine de tonnes tous les mois, tous les 2 mois et demi à peu près. J'ai la même question pour les parpaings tout à l'heure pour Éric Pellerin. Faites attention, Bruno. Oui, en matière de développement durable, cette logique-là, ça veut dire zéro stock, ça veut dire moins de livres qui partent au pilon. C'est ça aussi le but de votre société? L'idée, c'est d'arriver à 0 livre au pilon. Aujourd'hui, on imprime 500 millions de livres d'unités par an. À la fin de l'année, 25% ont été détruits. C'est-à-dire n'ont même pas vu le libraire ou le client final ou reviennent de chez le libraire abîmés et partent au pilon. Sans compter la décote qui aura lieu dans les années qui vont suivre sur les stocks. Donc l'idée, c'est... alors, ce n'est pas applicable pour tout. Un best-seller, il va falloir qu'il soit en librairie, qu'il va falloir qu'il soit imprimé en grande quantité. Mais un livre, on va dire, de consommation moyenne, une fois qu'il a passé 1 année ou 2 d'exploitation, que le stock est terminé, il sera trouvable n'importe où, sur n'importe quelle plateforme, chez n'importe quel libraire, chez n'importe quel particulier, à l'unité. L'important, c'est aussi d'avoir un centre d'impression à Orthès et d'éviter ce que l'on voit, c'est une impression à l'étranger, notamment de l'autre côté des Pyrénées. Absolument. L'empreinte carbone des livres est assez désastreuse. Aujourd'hui, on a pris l'habitude d'aller fabriquer pour des questions de coûts dans les pays, soit en Asie, soit dans les pays de l'Est. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est eux les principaux concurrents, c'est eux, parce qu'on parle de l'autre côté des Pyrénées, mais enfin, c'est l'Asie, c'est l'Europe de l'Est, c'est surtout ça. Il y a 20 ans. Alors, voilà, c'est ça. Pour ce qui nous concerne, c'est l'Europe de l'Est, sans l'ombre d'un doute. Sauf que il y a un coût induit à tout ça quand on va fabriquer en Pologne des livres, qu'on les rapatrie chez l'éditeur, que ça part chez le distributeur, du distributeur aux plateformes et des plateformes au client final. Le bilan carbone finit par être littéralement désastreux. Ce qu'on propose, mais qui n'est pas applicable pour tout, ce qu'on propose, c'est pour vous avez parlé de fonds tout à l'heure, tout à fait exact, pour les livres qui ont une certaine, qui vivent depuis déjà quelques mois. Ce qu'on propose, c'est d'envoyer directement du centre de fabrication jusqu'au client final. Et pour paraphraser un célèbre slogan d'un catalogue qui avait beaucoup de pages à l'époque, vous allez plus vite que lui, vous expédiez en moins de 48 heures, je crois. L'idée, c'est que ça soit rendu en 48 heures. Voilà, c'était pour la Redoute, enfin pour ne pas les citer. Merci beaucoup, Jean-Paul Lafont. Ça veut dire que moins de livres, ça veut dire que pour Éric Pellerin qui est là, il y aura peut-être moins de bibliothèques demain à construire, parce que la bibliothèque, elle sera plutôt digitale demain, vous l'imaginez comme ça, Jean-Paul Lafont, où vous dites non, il faut conserver le papier parce qu'il y a quelque chose de tout à fait unique quelque part dans l'objet que constitue le livre. On va consommer différemment.
on va consommer différemment, donc on s'apprête à produire différemment, à proposer autre chose. Voilà. Et donc, vous aurez toujours des bibliothèques peut-être à construire, mon cher Eric Pellerin, je l'espère en tout cas avec Nova Construction. Juste Nova, on a oublié juste simplement de dire vos clients tout à l'heure, aujourd'hui, ils sont où géographiquement? Alors géographiquement, ils sont essentiellement sur le Béarn, puisqu'on est quand même ancré territorialement bien sur le Béarn, puisqu'on travaille avec le groupe Euralis. On a refait effectivement le siège social du Crédit Agricole, Safran, Lint. Donc on travaille essentiellement localement. Et là, on a créé une agence sur Toulouse. Donc voilà, on espère que ça va fonctionner aussi. On vous souhaite de pouvoir continuer à écrire longtemps le livre de votre histoire et on souhaite à Jean-Paul Lafont de pouvoir l'éditer, l'imprimer pendant de très 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 nombreuses années. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été nos invités. Rendez-vous demain à 8h avec de nouveaux invités, de nouveaux acteurs de l'économie de proximité et puis un nouveau grand témoin. Salut, à demain.